C'est donc finalement la trajectoire, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique, nos objectifs, mesurer nos émissions de CO2, les réduire, les compenser, être transparent à 100% sur la vie du produit. Et un dernier engagement, c'est de dire que engager notre génération vers des modes d'habillement plus sains. Je demande presque parce que on est en train de le formuler aussi bien que possible, c'est de dire si vous n'avez pas besoin de fagots, n'achetez pas. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel car nous avons la chance de recevoir 2 invités de choc pour un regard croisé sur un thème passionnant. RSE, B Corp, entreprise à mission. Comment les choses changent-elles dans le retail et le e-commerce ? Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Rohr de Fago et Bertrand Gacon d'Impact. Marque de vêtements et accessoires pour hommes, Fago est à l'origine une DNVB qui travaille avec un réseau de distributeurs. Bilan carbone à zéro, récemment labellisée B Corp, cette PME française est en avance sur son temps. Impact propose quant à elle une nouvelle analyse des corporates, pas financière comme depuis toujours, mais sous l'angle RSE. L'idée est d'apporter un regard croisé sur les enjeux de durabilité entre une jeune marque très engagée et un acteur nouveau qui apporte une analyse nouvelle des corps axés RSE. Nous allons aborder bien sûr le sujet de la demande des consommateurs, celui des enjeux que les acteurs du commerce doivent relever et enfin concrètement comment les entreprises exécutent leur stratégie RSE. Mais avant de débuter, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Nicolas, à toi l'honneur de commencer. Merci beaucoup Cyril de m'accueillir à ton micro à nouveau. Bertrand, enchanté, je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Et chers auditeurs, merci de nous écouter. On va essayer d'être très concret. Alors Fago, je suis le co-créateur de Fago, j'ai 34 ans. Fago, c'est l'histoire de 2 étudiants avec mon associé Fred. On a monté ça lorsque nous avions 22 ans en plein parcours d'école de commerce. L'idée, c'était d'allier notre passion, la mode, et plus particulièrement celle de la basket, avec la volonté de notre génération d'être responsable et de changer les choses durablement. Voilà, donc créer une marque mode, mais engagée. Bon, merci pour cette première présentation. Effectivement, la marque est jeune, plus toute jeune, 12 ans, ça fait déjà du temps, mais elle a déjà une vraie notoriété. Je crois que tout le monde peut s'accorder à le dire. Bertrand, tu peux nous présenter Impact ? Avec plaisir, merci Cyril de nous accueillir et Nicolas, ravi également de faire ta connaissance. Bonjour à tous. Impact, c'est une start-up basée à Genève que j'ai cofondée avec, là aussi c'est une aventure de 2 cofondateurs avec mon associé Sylvain. On vient du monde de la finance durable, donc nous la durabilité c'est quelque chose dont on s'occupe aussi depuis pas mal de temps, à vrai dire d'une quinzaine d'années. Et c'est la frustration qu'on avait pour prendre des décisions d'investissement basées vraiment sur la durabilité des entreprises qui nous a poussé à créer cette plateforme. Impact, c'est une plateforme collaborative ouverte à tous les citoyens sur laquelle on se met tous ensemble pour analyser l'impact des grandes sociétés, des impacts environnementaux et sociaux de ces grandes sociétés, à la fois sur ce qu'elles amènent à la société, mais aussi sur leurs impacts négatifs.
et on s'assure de produire une information qui soit vérifiée, qui soit contrôlée, de très bonne qualité pour permettre à tous les décideurs économiques ensuite de réorienter l'ensemble de l'économie vers les entreprises qui ont la meilleure contribution positive pour la planète et la société. On en a tous bien besoin. Tu le disais avant qu'on enregistre, les sociétés que vous regardez sont principalement des sociétés cotées. C'est pour ça que je parle de corporate. Hein. Ce sont plutôt des grosses sociétés. Absolument. On a commencé d'abord par les plus grandes sociétés, puisque c'est là aussi où on a le plus de besoins. C'est aussi souvent des sociétés qui, de par leur taille, ont des impacts majeurs sur l'environnement et la société. Et donc, on a voulu commencer par ces grandes entreprises. Mais le principe de la plateforme, c'est de pouvoir noter à l'identique toute forme d'entreprise, et y compris d'ailleurs noter des organisations caritatives par la même approche. C'est la même philosophie. Et à ce stade, c'est vrai qu'on se concentre d'abord sur des grandes sociétés cotées. Donc, Fageo ne fait pas partie des entreprises qu'on a aujourd'hui sur la base de données, malheureusement. On sera ravis prochainement d'étendre ce périmètre à plus d'entreprises, et notamment les entreprises non cotées qui souvent sont aussi celles qui changent la planète. Bon, très bien. Merci pour cette présentation, cette introduction. Je le disais dans mon pitch de départ, l'idée c'est d'arriver d'abord à partager une vision sur le marché, les besoins, les consommateurs, puisque finalement c'est bien dans le commerce de consommateurs dont il s'agit. On a besoin d'acheter de façon permanente tout type de biens. 2020 a été une année particulière qui a vu accélérer beaucoup de tendances existantes et les sujets RSE, les sujets de la durabilité sont clairement sortis du lot durant l'année dernière. Peut-être, moi j'avais noté déjà un début de frémissement avec la canicule l'été encore avant où on avait eu très chaud et je voyais que les gens étaient en train de se dire tiens, il y a un climat qui change, il y a vraiment des questions qui se posent. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, comment vous voyez la consommation de façon générale? Nicolas, peut-être, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question? Oui, alors déjà, il y a un chiffre qui nous avait beaucoup plu lors du premier confinement, qui était sorti, un sondage expliquant que 70% des Français, avec ce qui s'était passé avec la pandémie, avaient ressenti le déclic, l'envie de changer leur consommation au profit d'une consommation plus raisonnée qui aiderait l'environnement à moins se dérégler. Donc c'est une conséquence positive d'un événement négatif donc de cette pandémie. Et moi ça me plaît parce que ce mouvement en fait que l'on voit aujourd'hui comme une lame de fond remonte à la surface et c'est un événement qu'on suit depuis 12 ans parce qu'on prend conscience, notre génération, alors ma génération, je suis né en 1986, que l'on est une génération de ceux qui vont devoir faire les choses et ne pas seulement en parler. Et que malheureusement, on est aussi cette génération qui consomme 4 fois plus de vêtements que celle de nos parents. On est une génération où la consommation donc, est complètement déréglée par rapport à nos envies. Et du coup, aujourd'hui, ça y est, on voit qu'il est temps de prendre de transformer nos paroles en actes, et en fait par des choses très symboliques comme s'habiller chez Fageo, par exemple, est un acte qu'on voit en fait beaucoup de personnes qu'on interroge en fait en demandant pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous. Ils expliquent qu'ils sont sensibles à un langage, à une manière de s'habiller qui est celle de s'habiller moins mais mieux. Et donc en fait, on a ressorti aussi par rapport à nos parents un espèce de changement de paradigme, c'est que nos parents étaient des écolos, si on peut les appeler comme ça, des écolos par principe économique. C'est-à-dire qu'ils éteignaient les lumières des pièces où qu'ils quittaient, ils coupaient l'eau du robinet fréquemment, etc. parce que tout coûtait cher. L'électricité coûtait cher, ils voyageaient peu parce que les voyages coûtaient cher. Et nous, notre génération, on a vu les voyages se démocratiser. Partir en Martinique coûte aussi cher que de temps en temps aller à Marseille en train. Acheter des vêtements coûte plus rien du tout. Consommer du téléphone coûte rien. Donc en fait, aujourd'hui, on est une génération qui émet énormément de CO2, une génération qui s'habille beaucoup plus que ses parents. Et enfin, on va devoir prendre des choix. On va devoir dire, je vais consommer moins mais mieux parce que c'est bon pour l'environnement,
et que je veux laisser un monde meilleur à mes enfants, meilleur que je ne l'ai trouvé. Voilà, donc on voit que c'est compliqué parce qu'on émet beaucoup plus facilement du CO2 que nos parents, on a accès à une consommation effrénée, et en même temps on sait que c'est maintenant qu'on doit rééquilibrer ça, sinon il sera trop tard. Et en fait, on a d'ailleurs la chance d'avoir des médias, Internet, la télévision, etc., qui nous montrent beaucoup plus d'images que nos parents de ce changement climatique. Donc voilà, on est à un vrai carrefour. Et aujourd'hui, on pense une chose, c'est que les consommateurs ont envie de ce changement avec le sourire et pas dans la brutalité. Et que donc, du coup, ça passe par des actions symboliques sympathiques pour changer de consommation. Merci pour ces premiers éléments d'analyse. J'ai 2-3 questions pour toi. J'y reviendrai peut-être après. Bertrand, comment tu vois les choses de ton côté? Quelles sont les données qui ressortent dans l'ensemble des analyses qui sont produites concernant justement les habitudes de consommation et les besoins ou les attentes sur les sujets de durabilité, de responsabilité? Alors, on voit, nous, on constate effectivement exactement le même constat que Nicolas. On n'est pas spécialisé sur le secteur de la mode ou du commerce, mais c'est une tendance qu'on retrouve à travers toutes les industries. Il y a un changement générationnel, indiscutablement, très en ligne avec ce que Nicolas vient de décrire. Il ne faut pas oublier que à l'âge où sont nés nos parents, il y avait probablement aux alentours de 4 milliards d'habitants sur Terre. On sera bientôt à 8. Donc, il y a aussi une pression démographique énorme sur les ressources. C'est non seulement 2 fois plus d'êtres humains sur la planète, mais c'est surtout 2 fois plus d'êtres humains qui consomment beaucoup plus qu'avant. Donc, évidemment, les conséquences en termes de consommation de ressources, d'épuisement, de changement climatique sont énormes. Et à un moment où les médias se sont emparés du sujet et où on est aujourd'hui beaucoup mieux informé sur tous ces ensembles-là. Donc évidemment, la conséquence, c'est à la fois une plus grande prise de conscience, mais aussi une plus grande volonté d'agir. Et là aussi, je rejoins Nicolas, c'est probablement quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est qu'on est passé un petit peu du constat désolé de la dégradation de l'environnement à l'envie de faire. Ça, on le retrouve aussi beaucoup dans notre communauté à nous chez Impact. Les gens qui se rassemblent pour écrire ces analyses sont tous des passionnés de durabilité. Pour la plupart, ce sont des gens qui vont avoir entre 20 et 45 ans, donc c'est quand même un public plutôt jeune. Et on sent ce changement générationnel. On le retrouve dans un secteur que je connais mieux moi, la finance, puisque il y a aussi tout un transfert de patrimoine des baby boomers vers les générations d'après. Et quand la génération d'après héritent de la fortune de leurs parents, ils ont souvent une manière de gérer leurs investissements qui est très différente et beaucoup plus orientée sur la responsabilité, notamment environnementale. Le sujet environnemental est souvent un des sujets qui revient le mieux et le plus souvent. Donc oui, un grand changement, une grande bascule. Après, tu parlais, Cyril, des conséquences de la situation sanitaire, de la crise du Covid. Elles sont pour moi un peu plus mitigées. Si j'en prends l'exemple du succès du commerce en ligne, notamment de Amazon, qui peut avoir aussi beaucoup de conséquences néfastes pour l'environnement. Il y a c'est un petit peu cette double tension avec à la fois l'envie de bien faire, mais aussi pour certaines populations, et je pense notamment dans des pays peut-être moins développés que la France, où les gens ont beaucoup souffert, il y a aussi des réflexes de survie qui font que la durabilité pourra passer encore au second plan pendant quelques temps. Donc voilà, on voit des choses positives comme les plans de relance qui se succèdent et qui sont très clairement orientés sur la transition écologique, mais on voit aussi quelques réflexes qui reviennent parce que dans les situations de crise, des fois, on se rabat sur l'essentiel. Ouais, alors ça, merci pour ce commentaire qui me permet de faire une transition toute trouvée sur la question que je voulais vous poser. Effectivement, moi-même, à titre de consommateur, je ne peux qu'adhérer aux propos que vous tenez. Je voudrais quand même compléter par une question. On observe avec la crise sanitaire une crise économique, quelque part c'est un peu ce que tu dis Bertrand, donc une crise du pouvoir d'achat, et on observe du côté des consommateurs une forme de schizophrénie ou une quadrature du cercle, dans le sens où ils veulent consommer mieux, mais consommer mieux c'est souvent consommer plus cher, tout en ayant un budget qui est plus restreint, donc en fait une sensibilité au prix qui augmente.
Nicolas, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois sur ton marché? Oui, nous, on le perçoit tout à fait. On sent bien que notre cœur de cible, il a entre 25 et 35 ans. Et donc, c'est un âge où finalement, on est en fin d'études et vers les premiers, deuxième et troisième boulots. Et on voit évidemment qu'il y a une sensibilité au prix qui est importante, mais de plus en plus une sensibilité aussi à la quantité corrélée au prix. Donc, moins, mais mieux. Et nous, on est totalement dans cette trajectoire-là, de se dire que lorsqu'on fabrique une paire de baskets, on fait des tests qui permettent de garantir une durabilité de ce produit sur 3 ans, 4 ans. Et du coup, en fait, il y a donc évidemment, le prix est un peu plus élevé, peut-être 20% au-dessus du prix normal, du prix de marché, mais il durera plus longtemps. Donc finalement, au lieu d'acheter 3 paires en 4 ans, vous en achetez qu'une. Donc, il y a vraiment cet affect vers moins mais mieux. On le ressent de plus en plus. Et dans le moins mais mieux, il y a aussi, on regarde, et nos consommateurs, nous, veulent screener, parce qu'aujourd'hui, on est la génération du Yuka. Et dans cette génération du Yuka, en fait, on veut tout comprendre, tout savoir. Et dans le tout savoir, il y a, regardez où sont fabriqués les produits, comment sont-ils fabriqués, que contiennent-ils. Et je crois que c'est un troisième axe d'analyse que les consommateurs regardent à tout prix, c'est donc le prix, la qualité et surtout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et tout ça fait changer quand même un peu le paradigme. Il n'y a pas que le prix. Voilà. Je pense qu'on est longtemps passé dans une vie de le prix, et on ne regarde pas à côté. Aujourd'hui, c'est vraiment prix, qualité et contenu, quoi. Bertrand, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, malheureusement là, désolé de ne pas me lancer dans la controverse, mais je vais obligé d'être d'accord une nouvelle fois avec Nicolas. C'est des choses qu'on constate nous aussi sur la plateforme. Je l'ai rappelé, hein, Amazon n'a jamais eu autant de succès ces derniers temps avec le Covid. Donc il y a encore des réflexes et il faudra encore un peu de temps. Quand on voit le succès des Black Fridays et des autres campagnes qui sont organisées, que ce soit par Alibaba ou par Amazon. Il y a quand même encore des réflexes consuméristes qui restent ancrés, mais on voit effectivement cette tendance à la recherche de qualité, à la prise de questions, les consommateurs s'interrogent beaucoup plus. Nous, sur la plateforme, les grandes marques du fast fashion sont très critiquées. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui est rassemblée sur les impacts négatifs de ces modèles-là, et on sait qu'il y a d'autres voies. On sait qu'effectivement, on n'est pas tenu au seul modèle d'acheter toujours plus vite et toujours moins cher. On peut tout à fait trouver une autre mode, d'autres produits plus durables, au vrai sens, double sens du mot durable, à la fois dans la durée de ces produits, mais aussi dans leur respect de l'environnement. Et ça, je crois que c'est un très fort changement de mode de consommation qui est en train de se produire. Je suis un petit peu plus vieux que Nicolas, donc moi j'ai la chance d'avoir des ados à la maison, et je peux vous dire qu'effectivement c'est pas juste une question d'éteindre les lampes quand on sort de la pièce, mais de ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, des produits. Ils sont très vigilants à l'ensemble de leur consommation, avec des choix qui sont beaucoup plus radicaux que ceux de leurs aînés. C'est-à-dire que quand ils ont décidé par exemple que ils ne mangeaient pas de poisson, ils ne mangent pas de poisson. Et c'est pas, non, je réduis ma consommation de 20%, c'est je change complètement mes habitudes de consommation. Et donc, on a des vraies vagues de transformation de consommation qui sont en train de se produire et qui sont générationnelles. Ouais, je peux que abonder dans ton sens, ayant moi aussi des ados à la maison. Avant qu'on passe sur les enjeux pour les acteurs du commerce, j'aimerais que vous donniez votre définition de ce que c'est qu'un commerce responsable et durable. Il y a des éléments de réponse qui ont déjà été fournis, mais est-ce que vous pourriez Nicolas, est-ce que tu aurais un début de définition? Oui, alors moi je dirais, et du coup je prendrai les deux choses qui nous sont propres chez Fagol, notamment l'entreprise à mission et la certification de B Corp. En fait, ce qu'il y a dans toute cette nébuleuse, c'est vraiment le mot faire, le mot être juste, et du coup c'est cette quête de justesse en fait à tous les échelons d'une entreprise, à la fois sur la manière dont je vais fabriquer mon produit, donc avec qui je vais le fabriquer, est-ce que je suis juste avec mon usine,
Est-ce que je suis juste ensuite avec l'environnement et donc la terre, entre guillemets, est-ce que je suis juste avec elle sur l'utilisation des ressources, l'utilisation du transport pour acheminer les produits? Est-ce que je suis juste avec le consommateur dans le prix que je lui propose? Et chez Fago, on y met beaucoup de sens là-dedans sur notamment la question de prix, et j'ai pas trop développé, mais en un mot, chez Fago, lorsque un produit sort en collection, du début de la saison jusqu'à la fin de la saison, il est au même prix. On ne joue pas avec le prix, on ne fait pas de yo-yo, on ne fait pas de Black Friday par exemple, on ne fait pas de vente privée visible, ce qui évite de jouer au yo-yo. C'est-à-dire que chez Fago, vous avez besoin d'un short à Marseille au mois de mai, vous l'achetez au mois de mai au même prix que si à Lille, vous l'acheterez plutôt en juin, mais au même prix. Voilà. Et je crois que c'est cette notion de justesse en fait que recherchent de plus en plus les consommateurs et nous aussi les marques, parce que c'est aussi agréable d'être équilibré. Et voilà. Et en même temps, on n'oublie pas d'être une entreprise. Donc c'est là où c'est important de rappeler que c'est pour ça qu'on est une entreprise à mission, donc on gagne de l'argent, parce qu'on fait toujours partie de ce système capitaliste où en fait il faut gagner de l'argent pour évoluer. Et c'est ça en fait aussi, c'est ça d'être une entreprise à mission comme on l'est, c'est-à-dire qu'on est entre les entreprises, je pense, qui n'en ont un peu rien à faire, et il y en a de moins en moins d'ailleurs, de l'environnement ou de l'humain, et d'un autre côté les ONG. Mais les ONG n'ont pas le monopole du mieux. Voilà. Et donc on se pose exactement au milieu en tant qu'entreprise à mission et Bicorp. Voilà. Et donc vraiment, je pense que le maître mot, c'est essayer de trouver, d'être le plus juste, le plus fair. Voilà. Et donc tout en n'oubliant pas qu'on gagne de l'argent. Okay. Voilà, parce que c'est ce qui nous permet de se développer aujourd'hui dans le monde dans le monde qui existe aujourd'hui. Et je pense que Bertrand pourra qu'abonder, ce qui donne ces ficelles financières à des gens qui ont besoin de ça pour investir. Voilà. Mais exactement, c'est vraiment l'évolution qu'on a vue au cours de ces 5 dernières décennies. Tu disais que Fago fait partie des entreprises qui sont entre les deux. Pour moi, la redéfinition du capitalisme fait que demain, tout le monde devrait évoluer vers un modèle proche de Fago, c'est-à-dire se poser la question de la valeur d'une entreprise devrait aller bien au-delà de sa capacité à générer du chiffre d'affaires ou des profits pour ses actionnaires. La valeur d'une entreprise, c'est la valeur ajoutée qu'elle amène à la société, globalement. Et pour moi, c'est ça la définition d'une entreprise durable. C'est une entreprise qui amène une contribution positive nette à la société. Parce que toute entreprise a des impacts positifs et des impacts négatifs. Toute entreprise crée de l'emploi. Toute entreprise crée de la pollution. C'est impossible de ne pas créer de pollution. Et donc, à la fin, la question, c'est est-ce que cette entreprise crée plus de contributions positives à la société que le contraire? Est-ce qu'on se porterait tous mieux si cette entreprise arrêtait d'exister? Et pour moi, une société durable, et c'est comme ça qu'on les retrouve sur la plateforme Impact, c'est toutes celles qui ont un score positif, sont des entreprises dont la contribution nette est positive. Et si je regarde ça avec un petit peu de recul, avant les années 80, dans le secteur financier, on s'intéressait qu'à une seule dimension, c'était la rentabilité financière de l'entreprise. Même avant les années 70, avant le choc pétrolier, et même une seule dimension, c'était combien de profits cette entreprise est capable de faire. Et le but, c'était de trouver celle qui allait avoir le plus de grandes chances de faire des profits dans les prochaines années et d'investir dedans. À la suite du choc pétrolier, on a eu une évolution du... Pardon. Un petit téléphone qui sonne, c'est pas grave. Ouais, excusez-moi. On a eu une évolution du secteur financier avec le risque qui est apparu sur les marchés et le secteur financier a commencé à s'intéresser à la notion de risque. Ça paraît peut-être étrange pour les gens de notre génération. On a toujours l'habitude de regarder la performance comme finalement un ajustement entre le risque et le rendement, mais c'est quelque chose d'assez récent. Il a fallu beaucoup de temps pour que le secteur financier développe des outils de mesure du risque qui intègrent ça complètement de manière native. On est rentré maintenant dans une troisième dimension où la notion d'impact vient une notion fondamentale pour évaluer la valeur ajoutée d'une entreprise et sa valeur économique d'ailleurs tout court. Pendant longtemps, ça s'est cantonné à des notions de responsabilité d'entreprise, d'où la RSE que tu évoquais en introduction. On va maintenant beaucoup plus loin que la responsabilité d'entreprise. Il s'agit plus simplement de faire des produits de manière responsable. Il s'agit de s'interroger véritablement sur son modèle d'affaires et sur sa contribution. Donc, la nature du produit même qu'on met dans les mains des consommateurs a son importance et la manière de mettre ce produit a son importance aussi. Et donc, c'est une évaluation beaucoup plus exhaustive de tous les impacts qui sont en train de se passer avec la nécessité
de trouver les entreprises et d'inventer les entreprises qui demain doivent jouer un vrai rôle de contribution positive pour nous tous. Hein. Une entreprise, c'est pas déconnecté du monde. On n'a pas d'un côté la société et puis de l'autre côté les entreprises qui sont là pour gagner de l'argent. L'entreprise et elle-même fait partie de la société et doit amener une contribution positive au bien-être général. C'est ça une entreprise durable. Bah écoute, merci vraiment pour cette définition. C'est la première fois que je l'entends et je te cache pas que elle résonne de façon très juste à mes oreilles. Justement, Bertrand, pour continuer la question sur les enjeux en fait pour les acteurs du commerce en général, hein, que ce soit des distributeurs ou des marques, ils en ont de nombreux à relever. Alors, est-ce que finalement, les nouveaux entrants comme Fago versus les établis hein, que peuvent être les grandes corporates, est-ce qu'ils sont mieux armés pour mieux préparer pour finalement relever les enjeux et puis comment tu les définirais toi ces enjeux? Alors ils sont certainement plus agiles, hein, ne serait-ce que pour des raisons de taille. Ils ont surtout la chance de pouvoir redémarrer d'une page blanche. C'est là où est aussi le gros avantage. J'imagine que quand Fago s'est créé il y a 12 ans, Nicolas et son associé ont pu se poser des questions différentes et partir différemment. Aujourd'hui, si vous êtes le patron de Zara, vous avez probablement des gros moyens financiers, des gros moyens humains, mais redéfaire tout son modèle d'affaires, réinventer tout, c'est compliqué. Vous avez la pression des actionnaires qui vont dire « Ah, mais est-ce que ça ne va pas nous conduire à perdre de l'argent ?» Et donc, la marge de radicalité, si je peux dire, elle se trouve effectivement plutôt en général chez les nouveaux acteurs que chez des acteurs établis, toute industrie confondue, et pas seulement dans le commerce. Donc les gros enjeux pour les boîtes existantes, c'est d'être capable d'aller au-delà de la simple RSE et de se dire, bon, finalement, moi, mon métier, je ne le change pas fondamentalement ou je ne le remets pas en question. Je vais me contenter quelque part, et c'est déjà beaucoup, hein, mais simplement de m'assurer que j'améliore un petit peu les conditions de travail pour mes fournisseurs, que je réduis un peu mes empreintes carbone, mais fondamentalement, je ne change pas radicalement mon modèle d'affaires. Ça, c'est effectivement le grand risque pour les sociétés plus établies parce qu'elles vont faire de l'amélioration à la marge, de l'amélioration incrémentale, mais pas le changement radical qui est aujourd'hui nécessaire si on veut vraiment avoir un impact sur l'environnement et sur la société. Et des entreprises comme Fago, eux, ont pu faire ce changement beaucoup plus fort en construisant d'emblée un modèle d'affaires construit autour de ces missions-là qui intègre ça de manière complètement native. Et c'est plus facile de le faire en démarrant de zéro qu'en transformant l'ensemble du paquebot. La question qui me vient, c'est dans quelle mesure, et peut-être que Nicolas, tu as des éléments de réponse, mais les DNVB, les modèles comme Fago, sont source d'inspiration pour des plus grosses. Est-ce que finalement, Nicolas, t'es approché régulièrement par des acteurs économiques plus importants par la taille de leur chiffre d'affaires, puisque c'est un peu un des KPI peut-être old school, mais qui est encore beaucoup utilisé, qui viennent t'interroger sur comment vous faites? Oui, alors on fait souvent ça, on le voit avec des collaborations. Par exemple, là en ce moment, on a une collaboration avec la marque Aigle, qui est une très belle marque, qui est du patrimoine français. Et du coup, cette marque, ils sont venus nous voir pour réaliser une collaboration parce que notre mouvance les intéressait, quoi. Notre mouvance d'être entreprise à mission, B Corp, 80% des collections fabriquées à partir de matières recyclées, une agilité en fait qui leur donnait envie, quoi. Et Aigle, par exemple, a transformé son modèle, je dis vraiment transformé en 1 an et demi, de manière remarquable. Ils se sont mis dans la trace d'une entreprise à mission, ils sont en train d'être certifiés, en cours de certification de B Corp. Ils ont complètement réadapté leur manière de fabriquer leurs vêtements pour y incorporer beaucoup de matières recyclées ou de matières respectant radicalement mieux l'environnement. Et donc, en fait, c'est cool de voir. Et en même temps, nous, ils nous ont aidés à se projeter pour devenir une marque peut-être comme eux plus tard. Voilà. Et donc, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que, et tout comme nous, on est fouettés aussi. J'aime bien ce mot fouetté parce que c'est un peu le cas, par de nouvelles marques qui viennent de se créer et qui sont encore plus, j'allais dire plus radicales, mais plus poussées que nous, quoi, dans la démarche. Donc, en fait, c'est un éternel, on se pousse tous les uns les autres, quoi. Et il y a une chose qui montre aussi que les choses sont en train de changer radicalement, c'est qu'on a écrit un livre blanc sur
qu'est-ce que c'est qu'être une entreprise à mission et quel est le sens qu'on y met et comment on peut le devenir concrètement. Et ce livre blanc, il a été chargé plus de 1200 fois en quelques mois et uniquement téléchargé par des entreprises qui viennent de LinkedIn, enfin par des gens qui viennent de LinkedIn. Qui viennent d'où, tu dis? De LinkedIn. Ok. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a posté ça 3 fois sur LinkedIn et on a énormément d'entreprises B2B qui nous appellent aussi. On a, je pense, 5 entreprises par jour qui nous appellent vraiment pour dire est-ce que vous n'auriez pas 2 heures à nous consacrer pour nous aider à se mettre en chemin, trouver une raison d'être, avancer et concrètement faire le pas de côté, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ton témoignage, justement. C'est le troisième thème que j'évoquais en introduction, sur lequel je voudrais qu'on arrive maintenant, c'est celui de l'exécution, la mise en œuvre de toutes ces actions. On voit effectivement, et puis je te relaisserai la parole, Nicolas, pour que tu ailles plus loin dans le modèle qui est le vôtre et comment vous exécutez tout ça. Bertrand, toi, les entreprises, les corps, il y en a certaines qui sont devenues des grosses. Toi, je pense à Danone ou à Yves Rocher qui sont elles aussi des entreprises à mission. Comment concrètement elles arrivent à modifier, tu parlais de leur modèle d'affaires, qu'est-ce qui change, comment elles s'y prennent? Est-ce que tu as des exemples finalement en tête d'entreprises qui arrivent malgré les lourdeurs, malgré l'histoire de l'entreprise? Alors, c'est plus compliqué pour ces grandes entreprises, souvent, notamment parce qu'elles sont cotées. D'ailleurs, Danone a essuyé les plâtres sur la certification B Corp. Une des conditions pour devenir B Corp, c'est de faire changer ses statuts. Et pour changer ses statuts, quand vous êtes une entreprise cotée, il faut l'approbation d'une assemblée générale. Donc, il faut réunir tous vos actionnaires. Évidemment, Danone a beaucoup d'actionnaires et obtenir un assentiment. On a vu avec le cas de Danone et de M. Faber que tout le mouvement vers l'entreprise à mission s'était pas fait sans heurts, était encore pas complètement acquis d'ailleurs. Donc il y a avant tout une vraie volonté politique pour que ces entreprises puissent s'engager dans ces démarches-là, parce qu'il y a, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de complexité, et donc ça demande à la fois une grande volonté politique et des changements concrets, parce que vous pouvez pas devenir une entreprise à mission juste en le déclarant. Derrière, il faut repenser votre chaîne d'approvisionnement, il faut repenser vos modes de distribution. Il faut rentrer dans le dur de votre modèle d'affaires. On va rester dans le secteur de la mode pour prendre un contre-exemple. Nous, sur la plateforme, on a beaucoup documenté les impacts et les programmes mis en place par des géants comme par exemple H&M. Alors H&M, c'est un cas pour moi emblématique parce que H&M n'a pas fait sa mue au sens où ils n'ont pas fondamentalement remis en cause leur modèle d'affaires qui reste complètement centré sur le fast fashion, c'est-à-dire la multiplication des collections, plus j'en fais et plus je vends. Et puis avec des produits qui finalement deviennent périmés très très vite et que les gens jettent très rapidement. Donc H&M a mis en place des systèmes de recyclage, donc c'est très sympathique, mais le système de recyclage, ça permet juste de réinsérer une partie de ces habits qu'on n'aurait probablement pas dû vendre aussi massivement dans le circuit, avec pas une efficacité évidemment de 100%, mais ça ne remet pas fondamentalement en question le problème de base qui est celui du modèle du fast fashion. Pareil, de la même manière, H&M a fait quelques tentatives dans tout ce qui va être produits d'occasion, donc chaîne de magasins de vêtements d'occasion. Ça a des impacts intéressants du point de vue environnemental, mais là aussi, ça reste assez marginal et ça ne remet pas en question fondamentalement le modèle d'affaires de H&M et le fast fashion. Une entreprise à mission, elle va être obligée de repenser son modèle. C'est pas simplement améliorer la manière dont je distribue ou avoir un peu plus de coton bio dans ma chaîne d'approvisionnement. C'est repenser fondamentalement le rôle de l'entreprise dans la société et se redéfinir comme un contributeur du bien-être général plus qu'un vendeur de produits. Et ça, c'est lourd. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui finalement encore assez peu d'entreprises qui sont loin dans cette démarche-là, même si heureusement, beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui sont en train de se reposer fondamentalement cette question de leur raison d'être dont parlait Nicolas, qui est la vraie bonne question. La vraie bonne question que devrait se poser tout PDG d'entreprise aujourd'hui, c'est à quoi ma boîte sert, à quoi mes produits servent, et si la réponse à cette question-là est ni claire ni positive, alors je pense que ces entreprises doivent se poser très rapidement des questions de la refonte de leur modèle d'affaires. On voit les challenges qui sont juste énormes, parce que j'imagine mal H&M aujourd'hui dire
finalement, je fais plus de fast fashion ou alors un peu dos au mur. C'est vrai que je comprends que ce soit difficile à changer. Nicolas, de ton côté, finalement, comment s'exécute dans une entreprise beaucoup plus petite, une PME, la mise en œuvre de la durabilité? Tu nous en as déjà un peu dit. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin de façon très concrète, comment ça se passe chez Fago. J'avais en tête, quand on avait eu il y a un an, notre échange, que par exemple, une partie des produits fabriqués en Asie arrivaient en Europe en train parce que l'empreinte carbone est moins forte qu'en bateau. C'est des choses comme ça que j'aimerais que tu nous expliques un peu. Oui, ok. Alors, Bertrand, je pense, a donné le bon point de départ, parce que souvent les personnes nous demandent mais comment on démarre. On démarre en donnant sa raison d'être. Donc, Fago existe. Pourquoi Fago existe? Quelle est sa raison d'exister? Et donc, nous, notre raison d'exister, c'est de dire nous créons des collections pour engager notre génération contre le dérèglement climatique. Et comme on n'a pas prévu d'être nudiste dans les prochaines générations, qu'on va toujours devoir s'habiller, on va devoir faire confiance à des marques qui vont engager cette génération contre le dérèglement climatique. Et ça démarre par des choses très concrètes. C'est déjà les 100 personnes qui travaillent chez Fago doivent intégrer que chez Fago, on va leur demander de faire à la fois aussi bien leur métier pour lequel ils sont embauchés, mais aussi pour réaliser la mission d'entreprise Fago, donc engager notre génération contre le dérèglement climatique. Et ça passe par 5 engagements très concrets que l'on a pris. Et à l'intérieur de ces engagements, on monitore 2 objectifs par an. Et dans ces objectifs, en fait, il y a peut-être 30 points par objectif. Donc ça fait une myriade de points. C'est un peu la technique des grands et des gros et des petits cailloux. Et pour aller jusqu'au bout, ce que je veux, c'est que mes salariés, l'équipe Fago, donc les 100 personnes, vivent aussi la mission. Parce qu'en fait, on est passé d'un paradigme où dans une entreprise, avant, il y avait un bureau RSE, où c'était ce bureau qui était responsable justement de la RSE, quoi. Donc tout le monde pouvait un peu faire ce qu'il voulait, mais il y avait les RSE qui en chapeau disaient attends, mais nous, on va donner un peu d'argent à une ONG, on va faire ci, on va faire ça, on rachète la boîte. L'image de la boîte. En fait, moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, chez Fago, si quelqu'un ne respecte pas la mission mais fait très bien son métier, eh bien, il n'a pas de raison d'être chez Fago. Il ne doit pas être chez Fago. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, mon responsable e-commerce, Martin, lui, il a un objectif, comme tous les salariés, il a un objectif, c'est dans son périmètre, il doit faire gagner la mission dans son périmètre. Et donc, il nous a dit, moi, comment je peux engager ma génération contre le dérèglement climatique dans mon périmètre du e-commerce? Eh bien, je suis aussi responsable du CRM, donc des envois d'emails. Et un email, lorsqu'il est stocké sur un ordinateur, sur un serveur, il émet du CO2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la boîte, on va les réunir autour d'une table. J'ai fait un tuto en 10 étapes où vous allez supprimer vos mails inutiles. Eh bien, chez Fago, on a supprimé en 30 minutes l'équivalent de 5000 produits Fago en consommation de CO2. 25 000 kilos de CO2 en moins en 30 minutes. Ça, c'est juste à l'échelle de Fago. Ensuite, il l'a envoyé donc, en mail à toute notre base de données en disant si vous voulez, vous aussi, vous pouvez réduire l'impact de vos boîtes mail en supprimant vos mails. Voici le tuto. Voilà. Une autre personne a installé chez nous, avant d'utiliser de l'énergie normale pour alimenter nos 25 boutiques et notre bureau, on est passé chez Enercop. Voilà. C'était dans son périmètre d'office manager, etc., etc. Donc en fait, ça passe déjà par du très concret, mais avant tout ça, l'entreprise doit alimenter d'une raison d'être des objectifs, un engagement avec donc, une trajectoire, et ensuite, au bout du bout, chacun doit s'y retrouver avec ses petits cailloux, quoi. Voilà. Et donc dans les exemples très concrets, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, je sais pas, nous chez Fago, il y a 70 lavabos. C'est un truc tout bête, et un magasin nous a dit moi je vais installer des réducteurs d'eau. On a réduit de 25% notre consommation d'eau en un an. Sur les produits, ma chef de produit s'est dit on va mettre des matières recyclées dans nos produits parce que ça permettra de réduire de 50% la consommation, l'émission de CO2. Et voilà, aujourd'hui, 80% de nos collections contiennent des matériaux recyclés. C'est donc finalement la trajectoire, c'est engager la génération contre le dérèglement climatique. Nos objectifs,
mesurer nos émissions de CO2, les réduire, les compenser, être transparent à 100% sur la vie du produit. Et un dernier engagement qui est très couillu, entre guillemets, chez nous, c'est de dire que le dernier engagement, c'est engager notre génération vers des modes d'habillement plus sains. Ça veut dire quoi? Que je demande presque, je demande presque, parce que on est en train de le formuler aussi bien que possible, c'est de dire, si vous n'avez pas besoin de fagots, n'achetez pas. Ok. Donc, vous venez chez Fagot et vous achetez un t-shirt, on est en train d'essayer de former nos vendeurs pour leur dire, quel est votre besoin? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous n'en avez pas énormément déjà des t-shirts? Si vous en avez beaucoup, sachez qu'on a un corner seconde main, donc vous pouvez les revendre ici, ce qui permettra à quelqu'un qui est plus sensible à la seconde main de pouvoir acheter celui-ci. On propose à nos clients en disant vous allez acheter une chemise, sachez que si jamais vous avez votre autre chemise à un accroc, vous pouvez venir la réparer chez nous, redénuer la vie. Et donc en fait, c'est accepter de faire moins de chiffre d'affaires pour en faire plus. Pouvoir en faire pendant au moins encore 200 ans. Ouais, c'est hyper clair. Merci Nicolas, parce que j'avais jamais finalement entendu ce partage d'expérience selon lequel c'est une philosophie d'entreprise que d'être une entreprise à mission, que d'être engagé dans une démarche RSE. Je trouve que ton exemple de dire il y a un département RSE qui va se racheter une légitimité en investissant à droite à gauche, mais finalement la boîte ne change pas, très juste, et ça fait écho avec ce que Bertrand disait précédemment finalement. Bertrand, ça t'inspire quoi? Oui, c'est tout à fait en lien. C'est contre-exemple de ce que je citais avec d'autres grandes enseignes qui restent finalement en périphérie, qui font effectivement ce que j'appelle moi de la RSE, et peut-être les spécialistes de RSE qui vont m'entendre vont bondir de leur chaise. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on aille bien au-delà de la notion de responsabilité, qui consiste à dire finalement je continue à faire mon business comme toujours, mais je le fais de manière responsable, donc je m'assure de minimiser on va dire mon empreinte carbone ou mes autres problématiques environnementales et sociales. Aujourd'hui, ça c'est obsolète. On est passé dans une autre phase où la vraie question c'est pas d'être responsable. La vraie question c'est d'amener une valeur positive à la société. Et ça fait passer tout le débat de l'enjeu des pratiques et des process à celui aussi des produits, du modèle, de la philosophie de l'entreprise. Et c'est un changement qui est plus difficile parce qu'il impose de remettre en question les fondamentaux et donc le porte-monnaie aussi et la source de revenus de l'entreprise. Mais c'est un modèle qui non seulement est loin d'être inaccessible, mais qui est absolument indispensable si on veut continuer, comme le disait Nicolas, à s'habiller, à se nourrir, à se déplacer, à se divertir, à vivre tout simplement. On va avoir besoin des entreprises. Ça reste encore, faute d'une preuve de contraire, le meilleur outil de production dont on dispose. Il faut simplement s'assurer que cet outil de production, on ne l'évalue pas sur une seule dimension, c'est celle de sa rentabilité financière et sa maximisation à court terme, mais qu'on l'évalue sur une autre dimension beaucoup plus fondamentale, c'est sa contribution à faire tout simplement que le monde soit meilleur avec cette entreprise qu'il ne le serait sans elle. Bah écoute, merci. Évidemment, ça fait un petit lien vers la conclusion de notre conversation, de notre échange. Selon vous, comment on peut encore accélérer la transformation du commerce vers plus de durabilité? Est-ce que, Nicolas, tu veux... tu as commencé l'entretien. Est-ce que tu veux commencer par répondre à cette question un peu? Oui. Comment on peut accélérer? Je pense que c'est en acceptant, il va falloir qu'on pousse à ce que la loi vienne remettre quand même un maximum de gens dans les rails. Et en instaurant la loi Pacte, je trouve que le gouvernement a fait le bon chemin. En disant, en fait, aujourd'hui, une entreprise n'a plus le droit de nuire à l'environnement. En fait, on peut attaquer aujourd'hui une entreprise pour ses nuisances sur l'environnement. On peut les attaquer.
Alors, donc, il y a un cadre législatif qui est très important à mon sens, parce qu'il permet de mettre tout le monde dans. Et donc, le côté entreprise à mission, qui est une loi, enfin, qui est un cadre législatif, fait beaucoup de bien. Par exemple, moi, ne serait-ce qu'en interne, mes salariés sont heureux de comprendre que Fago a adopté un statut différent, voilà, qui vient se mettre entre les entreprises classiques et les ONG, entreprises à mission. L'autre point, c'est de dire qu'il va falloir qu'on accepte aussi et bien comprendre que Fago, en disant tout ça, je ne suis pas une entreprise parfaite. Loin de là. J'ai beaucoup de défauts. Je suis en perpétuel cheminement et qu'il va falloir ne pas avoir peur d'entreprises comme Fago en parlant, en disant ce que je dis, de se dire merde, on n'y arrivera jamais, quoi. Parce que Fago est déjà à ce stade-là. En fait, on a démarré par plein de petites étapes, et je te parlais des petits et des gros cailloux. Et voilà. Et donc, ça démarre par une raison d'être. Donc, pour moi, je pense que comment on peut accélérer, c'est toute entreprise devrait être dotée d'une raison d'être, mettre en chemin toute son entreprise avec des objectifs clairs, et surtout que chacun ait un objectif annuel lié à cette raison d'être. Et que cet objectif soit aussi important et aussi fort en pondération qu'un objectif financier qu'on lui demande. Voilà. Bon. Ou un objectif commercial. Écoute, et évidemment, faire ça avec le sourire, parce que le boulot, en fait, doit être une source d'épanouissement. Et donc, on doit garder ça comme une source d'épanouissement et de plaisir. Voilà. Ça ne doit pas être vécu comme un stress. Et si c'est vécu comme un stress, c'est qu'il y a un souci dans l'entreprise et que les choses ne sont pas claires. En tout cas, tes propos sont très clairs. Merci Nicolas. Bertrand, selon toi, comment on accélère ? Nous, la raison pour laquelle on a créé la plateforme d'impact, c'est parce qu'on pensait que le chaînon manquant aujourd'hui pour vraiment changer de manière rapide et systémique toute l'économie, la transformer vers une économie centrée sur cette notion d'impact positif, c'est la notion de mesure. Aujourd'hui, c'est très compliqué de mesurer l'impact d'une entreprise. On a beaucoup de données, on a aussi beaucoup parfois de communication autour de ça, et on a besoin d'avoir un référentiel solide qui nous dit quelle entreprise a quels impacts, pas seulement nous, les consommateurs, les investisseurs, le gouvernement, les régulateurs, mais aussi les employés et les dirigeants de cette entreprise. Et aujourd'hui, c'est pas si facile que ça. C'est une science, la mesure d'impact. Nous, une des premières choses qu'on a fait, c'est de créer une formation qui est entièrement gratuite, accessible à tout le monde. Elle a aujourd'hui un énorme succès. On a plus de 10 000 personnes qui, chaque mois, suivent cette formation sur impact, dont un certain nombre vont la poursuivre jusqu'à recevoir une certification d'analyse d'impact. Ce sont ensuite ces mêmes personnes qui vont pouvoir contribuer sur la plateforme en publiant ces analyses. Et tout ce savoir-là, toute cette information-là, c'est un des éléments clés. Nous, notre mission, désolé pour l'anglicisme parce qu'on est une entreprise internationale, mais c'est enabling the transition towards an impact-driven economy. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment cette notion de enabling factor, d'être ceux qui vont permettre cette transition-là en donnant accès à une information robuste à tous les décideurs économiques, que ce soit un investisseur qui va devoir décider si demain il préfère investir dans Fago ou dans H&M, que ce soit un législateur qui va devoir se dire finalement où sont les problématiques d'impact principales que je trouve dans notre mode de production actuel et comment est-ce que l'outil réglementaire peut venir corriger une partie de ces choses-là, que ce soit les consommateurs qui ont aussi besoin d'être beaucoup plus informés sur les conséquences profondes de leur acte de consommation, parce que parfois on a du mal à comprendre tous ces enjeux. Ils sont une fois de plus très complexes et très profonds. Et donc, on a besoin d'être aussi plus éduqués là-dessus. Et donc, cette base d'information, ce Wikipédia quelque part de l'impact, pour nous, c'est un des éléments d'accélération les plus importants à mettre en place. Les Anglais disent « What gets measured gets managed ». Il faut d'abord mesurer les choses avant de pouvoir gérer les choses. Et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de mettre à disposition cet outil de mesure pour tout le monde. Très clair aussi, Bertrand. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci de nous avoir fait partager finalement ce regard croisé. J'espère que vous tous qui écoutez, vous aurez trouvé beaucoup de valeur à avoir ces deux analyses qui sont différentes, à voir comment finalement une PME française avance sur son chemin et finalement assez bien, peut-être plus que les grosses corporates qui, elles, ont
ont des questions sérieuses à se poser par rapport à leur business model. Merci également à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur Fago ou sur Impact, vous pouvez vous rendre sur le site Les Digital Doers où vous retrouverez cette interview. Vous pouvez également suivre ces deux sociétés sur LinkedIn, Bertrand Gacon pour Impact, Nicolas Rohr pour Fago. Messieurs, merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Salut.